votre premier roman. Il s'intitule Michenka et il est paru aux éditions Les Arènes. Vous y racontez un championnat du monde d'échecs en 1960 en URSS, opposant un jeune prodige de 23 ans au tenant du titre. Qu'est-ce qui vous passionne dans les échecs, Daniel Tammet, et vous avez eu envie de rendre passionnant, y compris pour les gens comme moi d'ailleurs qui ne jouent pas aux échecs? C'est pour moi les échecs une superbe métaphore pour penser la pensée, pour penser l'imagination. Pour moi, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est beaucoup moins ça et beaucoup plus un phénomène culturel. C'est la rencontre de deux hommes. Et ce qui est étrange, c'est qu'à la fois c'est le silence qui domine, puisque les deux hommes ne se parlent pas, et en même temps il y a un dialogue qui se crée au gré de chaque coup, chaque déplacement, mais ce n'est pas en anglais ou en français, en russe, c'est en échec, c'est avec le cavalier ou la dame, le pion, et chaque coup veut dire quelque chose de différent. Et c'est un langage au plus haut niveau, donc le championnat du monde. Ces deux joueurs sont les seuls capables de comprendre ce langage. Et la conversation qui a lieu entre ces deux hommes à ce moment-là, pendant plusieurs heures d'affilée, et en même temps en Union soviétique, à l'époque où a lieu le roman, l'histoire, en 1960, c'était le sport national. Donc on avait des millions de personnes qui écoutaient en direct, fascinées comme ça. Qui écoutaient, effectivement, ils ne regardaient pas la télévision, ils écoutaient à la radio. Ils écoutaient à la radio. Donc il y avait les commentateurs, la voix d'échec, un homme qui... dans mon roman, je l'appelle Slavski, qui commente comme ça chaque coup. Et c'est tellement passionnant pour les Russes qui comprennent très bien toute cette culture échiquienne. Et pour eux, qui écoutaient le jeune Michenka, le héros de roman, qui est un jeune prodige, qui a 23 ans. Il incarne l'espoir d'un pays qui change, qui est en ébullition. C'est pas du tout... On est en pleine déstalinisation à ce moment-là, c'est Khrouchtchev, voilà. et on a annoncé peu de temps avant les crimes dont était responsable Staline. Bon, on ne l'a pas annoncé dans les haut-parleurs, mais on est dans une période de charnière. Et je trouvais ça très intéressant de mettre en relief cette partie où a lieu cette conversation, qui est à la fois une conversation secrète, et donc qui n'est pas censurée du tout, et en même temps une manière donc de communiquer à tout le monde, à ces gens qui écoutent, et le jeune prodige qui est capable par ce jeu qui est totalement intuitif, totalement imaginatif, pas du tout comme par le passé, à transmettre comme un message codé de liberté, d'espoir. Et donc c'est très inspirant, c'est très et ça en renvoie aussi à notre époque aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'espoir aujourd'hui face aux attentats, face à tout ce qui se passe. Daniel Tammet, vos deux champions, le jeune Mikhail Gelb et le champion en titre, le champion du monde en titre, Korogin, sont très différents l'un de l'autre. Pour Korogin, les échecs, ce sont des mathématiques, ce jeu est une science qui nécessite des calculs compliqués, tandis que pour Gelb, c'est de la littérature. Et j'imagine que pour vous, les échecs, c'est de la littérature. Vous êtes plus proche de Gelb. Au fond, Gelb, il parle pour vous. Il parle pour moi. C'est la littérature dans la mesure où c'est une poésie. Pour moi, comme pour Gelb, les échecs, c'est une... Alors, je joue pas très très bien, mais je comprends aussi cette part de poésie qui existe dans les échecs pour les plus grands joueurs. Cette manière de penser, de rêver, d'imaginer, pas, comme je dis, je disais pas en anglais, en russe, en échec. Et son jeu en fait est basé sur l'intuition, sur le sentiment, sur la sensation. C'est ce que vous appelez aussi la poésie. On n'imagine pas qu'à ce niveau du championnat du monde d'échecs, on puisse y aller à l'impulsion, au fond. Et c'est ce qu'il fait, lui. Mais c'est ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait toute la différence dans cette partie entre Korogin, le scientifique, homme très froid, qui joue absolument pas avec ses émotions, mais qui est obligé, en allant à la rencontre de ce jeune prodige sur le plateau, de se dévoiler. Pour moi, comme pour Gelb, les échecs, c'est une poésie, donc c'est les émotions, tout à fait. Il joue les coups, les déplacements qui semblent impossibles, absurdes même.
des coups que les plus forts joueurs autour qui commentent en direct, pour ceux qui écoutent à la radio, comprennent pas, sont pas capables de comprendre. Ils pensent qu'il va perdre en jouant ce cavalier comme ça, un déplacement. Et en fait, c'est une autre manière de penser, d'imaginer et de faire passer les messages que le champion, lui, Korogin, comprend très bien, lui, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais jouer contre un homme qui communique ainsi, qui vraiment qui comprend les échecs d'une toute autre manière? Et puis, pour les spectateurs et pour les auditeurs, c'est formidable. Il y a tout ce message d'espoir, de liberté, d'insouciance. Vous montrez que le pays est carrément divisé en deux. Hein. La moitié qui est pour le champion du monde en titre, c'est plutôt les staliniens. Vous les décrivez, c'est ceux qui portent un dentier, ceux qui parlent avec un accent rural, les grincheux, les mémères-achats, les ingénieurs, les gens incapables de localiser New York sur une carte, les vétérans de la Première Guerre mondiale, ceux qui ne prennent jamais le métro, les mangeurs de choux, et puis tous les autres. Ils sont pour le jeune. C'est inspiré d'un véritable championnat du monde entre Tal et Botvinnik. C'était Tal, le jeune letton. Pourquoi vous êtes arrêté sur ce championnat du monde un jour que vous n'avez pas dû suivre en direct à la radio? Vous n'étiez pas né. Et donc, comment en avez-vous eu connaissance et pourquoi vous a-t-il marqué au point d'en faire votre premier roman? J'ai eu l'idée après avoir rencontré Vladimir Kramnik, qui était le champion du monde entre 2000 et 2007. C'est celui qui a battu Kasparov. Donc un immense joueur qui à l'époque habitait Paris. Donc j'ai pris le thé chez lui, j'ai eu cette occasion, et qui m'a expliqué ce match qui est très peu connu du grand public. Mais les années avant, Spassky Fischer, au Karpov-Kasparov. Spassky-Fischer, c'était 72. C'est la première fois qu'un Américain arrive en finale du championnat du monde. Exactement. D'ailleurs, vous montrez les Américains qui arrivent en 60. C'est la première fois que les Américains s'intéressent à un championnat du monde. Exactement. Et puis ensuite, Karpov-Kasparov, c'est 85. Hein. 85, et puis par la suite 92, 90, 97. Il y a donc ces matchs mythiques comme ça. Mais le premier match mythique, c'était Botvinnik-Tal. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on en fait une bataille entre un ancien et un moderne? C'était pareil pour Fischer contre Spassky. Fischer, qui était plus jeune, était le moderne, et puis il représentait le monde libre. On était en pleine guerre froide. Mais la même chose avec Karpov et Kasparov. Or, celui qui a inspiré votre personnage de Gelb, Tal, il était du côté de Karpov en 85. Hein. Il faisait partie des assistants de Karpov contre le jeune Kasparov, justement. Oui. Après, c'est un roman, donc je me suis inspiré de ce match pour après faire autre chose. C'est romancé. Et en même temps, le vrai Tal incarnait quand même le talent, le talentueux contre quelqu'un, Botvinnik, qui était comme un homme robot avant Deep Blue, un homme qui disait un jour un ordinateur va devenir champion, d'ailleurs va écrire un roman, va pouvoir tenir une conversation mieux que n'importe quel humain. C'est ce qu'on pensait à l'époque. Une machine, un ordinateur pour écrire un roman extraordinaire avant l'an 2000. Ce n'est pas le cas, mais en revanche, c'est vrai que les ordinateurs battent les hommes aux échecs. Aux échecs ou aux jeux de Go aussi, c'était le cas il y a un mois. Donc on voit que c'est ça que je trouvais fascinant dans ce match. C'était une époque, 1960, on disait que tout est possible, la machine va devenir plus fort que l'humain. Moi, ça m'impressionne moyennement parce que la conversation, j'ai dû l'apprendre au fur et à mesure, effectivement, parce que je suis suspect autiste. Mais je trouve rien de plus passionnant que ça, rien de plus compliqué aussi. Et une machine, même la plus forte, est capable de battre n'importe quel joueur d'échecs, mais totalement incompétente quand il s'agit de tenir en conversation, écrire un roman, écrire un poème. Donc il y a toujours cette question, qu'est-ce que c'est qui nous rend humains? C'est pas simplement d'essayer d'être plus fort, que ce soit les échecs ou quoi que ce soit, mais de créer la créativité. Dernière question, Daniel Tammet. Dans votre roman, quand les portes du théâtre s'ouvrent le premier jour de ce championnat du monde, le narrateur, qui est un journaliste, se rend au vestiaire et observe les arrivants échanger leurs manteaux contre des cartons numérotés. On a tous vécu cette scène-là, partout où on va, et on laisse son manteau au vestiaire. Mais vous êtes le premier à la décrire minutieusement, et vous dites qu'un trench marron saupoudré de neige est échangé contre le numéro 12, un manteau de fourrure obtient le 109, le 333 revient à un anorak
oracle bleu foncé. Et comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous voyez les nombres en couleur, vous voyez aussi les mots en couleur. J'imagine que pour vous, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant que pour nous. Parce qu'on se dit, mais pourquoi s'arrête-t-il sur le fait qu'on a échangé un trench marron contre un petit carton où il y a écrit numéro 12. Mais pour vous, tout ça a du sens. Ça a du sens. Et puis c'est aussi une manière de montrer, de faire un jeu en continu dans tous les livres contre le réel et l'abstrait. On est fasciné par l'abstrait. Et moi, en tant qu'écrivain, c'est justement essayer de montrer par les détails tout le lien entre le réel et l'abstrait. Le jeu d'échecs, à la fois c'est réel, c'est les pièces en bois, c'est les humains qui respirent, qui transpirent aussi, et puis aussi toute l'abstraction, le rêve, l'imagination, et l'enjeu de n'importe quel roman, c'est de faire passer toutes les émotions, tous ces détails pour en vivant tout cela, pour que ce soit pas justement une partie d'échecs, mais toute une dramaturgie, un combat, une confrontation, deux hommes, deux façons de vivre, deux façons de penser, de voir les choses totalement opposées. Lichenka, c'est le premier roman de Daniel Tammet. Il est paru aux éditions Les Arènes. Peut-être que c'est bien le premier roman écrit par un Asperger. Je le crois, oui.